Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Le sujet du tabagisme est vaste et nous n'allons pas pouvoir tout aborder. Cependant, il nous semblait important de traiter un aspect crucial en profondeur, l'addiction. Le tabac tue, oui, mais avant cela, il rend dépendant puis détruit des vies et des familles. Avec moi, deux sœurs, l'une travaille dans le social, l'autre a vu des membres de sa famille touchés par les conséquences du tabac. Avant de les laisser se présenter, je voulais vous donner une courte définition de l'addiction. Donc, selon le dictionnaire, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Voilà, donc la définition parle d'elle-même. Je vais laisser une des sœurs présentes se présenter. Elle est professionnelle. Elle va pouvoir nous en dire un peu plus. Bonjour, moi c'est Edwige, je travaille dans le milieu de la santé en tant qu'assistante de service social coordinatrice. Edwige, qu'as-tu à nous dire sur l'addiction? L'addiction, alors moi je vais le présenter sous le prisme de ma profession, de comment est-ce que j'interviens au sein de l'hôpital dans lequel je travaille pour accompagner des patients qui sont atteints donc, de troubles psychiques, troubles psychiatriques. Et le lien en fait qu'on observe entre les personnes accompagnées et la relation avec le tabac. Et il faut savoir qu'on a une forte consommation de tabac au sein de l'hôpital de par nos patients. Et, euh, et donc pour nous c'est un fléau. C'est un fléau et on tente en tant que professionnel de santé, donc plutôt le versant, enfin les collègues infirmiers, aides-soignants, à tous les niveaux en fait, des professions de l'hôpital, tentent d'accompagner sur des prises en charge afin de limiter la consommation de tabac ou même accompagner vers la cessation, tout simplement. D'après quelques recherches que j'ai pu mener, je voudrais d'abord aborder ce point. La découverte chez les jeunes du tabagisme se fait environ vers l'âge de 14 ans. Est-ce que tu es confronté souvent à de si jeunes patients? Alors, en pédopsychiatrie, parce que j'ai eu une expérience de pédopsychiatrie, c'était pas forcément sur ce point-là que j'accompagnais les familles, mais effectivement, en ayant eu des expériences en milieu scolaire, j'ai pu observer, oui, effectivement, que cette situation était présente en fait au sein des collèges tout simplement et lycées aussi, c'est un fléau. La consommation de cigarettes, on l'a même nous-mêmes, moi-même en tant que jeune, vécu cette expérience-là au sein de l'école, dans les colonies de vacances. Et justement, même souvent dans les colonies de vacances, on est poussé par le groupe à consommer. Et oui, effectivement, quand on se construit à cet âge-là, on a besoin d'appartenir à un groupe. Donc cette appartenance fait que soit on consomme, donc on accepte justement d'appartenir au groupe pour ne pas être isolé, soit on refuse. Et je pense que nos enfants refusent parce qu'ils ont la connaissance de la parole, mais c'est vrai qu'on est vite envahi quand on est enfant, 14 15 ans, c'est l'adolescence, c'est la construction, son image, son identité avec le groupe. Et oui, effectivement, on observe la consommation des jeunes. Et ça, c'est encore plus dangereux en fait, parce que quand on regarde effectivement des recherches, des professionnels, des médecins qui ont fait des recherches sur cette problématique, euh, on constatait que justement, plus on consommait très tôt la cigarette et plus on avait vraiment la chance de développer des maladies qui sont liées justement à la consommation du tabac. Le tabac, c'est une vraie drogue. Il y a d'ailleurs une molécule qu'on retrouve dans le tabac, donc dans la plante naturelle, hein. Parce qu'avis à tous ceux qui nous diront que c'est une plante naturelle qui est utilisée médicinalement, certainement, mais cette plante contient une molécule qui est présente dans la morphine. Donc elle est à l'état naturel déjà addictive. Quand on la mélange à d'autres substances, elle l'est encore plus. Ça décuple son pouvoir addictif. Qu'est-ce que ça occasionne comme désagrément chez les patients ou dans la vie de famille? Quels dégâts crée l'addiction au tabac dans notre société? Alors, dans ma pratique professionnelle et en lien avec les patients, au sein de l'hôpital, c'est vrai que
Nous, on a ce constat-là où le manque de consommation de tabac peut altérer notre lien avec le patient. Pourquoi? Parce que en tant qu'assistante de service social, on a à accompagner sur la gestion budgétaire du patient et à faire des liens parfois avec les mandataires judiciaires qui ont en charge la prise en charge des patients sur la gestion budgétaire, des curateurs, des tutelles, etc. Et quand on aborde la question de la gestion budgétaire, on doit considérer la part du tabac en fait dans cette gestion budgétaire et parfois elle est colossale. Elle est vraiment colossale. Allouer un budget sur des allocations qui sont déjà assez minimes, donc nos patients vivent des minima sociaux, c'est très compliqué, mais on doit quand même pouvoir composer avec. En fait, on n'a pas le choix, d'où le travail d'orienter, moi en tout cas dans ma pratique en tant qu'assistante sociale quand j'étais sur le terrain, c'est de pouvoir orienter vers des services qui sont adaptés. Toi, tu t'occupes d'un public qui est fragile psychiquement. Trouves-tu qu'ils sont plus à risque ou trouves-tu qu'ils se tournent plus facilement vers le tabac que d'autres populations peut-être Alors, favorisées? à risque, oui, parce que c'est un public qui est précaire, un public qui est isolé. Donc l'isolement va favoriser aussi le fait d'aller chercher à exister en fait au travers la cigarette. C'est sa façon d'exister, c'est sa façon de créer du lien aussi avec des personnes qui fument. Donc le fait de se rendre au tabac, le fait d'aller chercher sa cigarette, je connais les professionnels qui travaillent au tabac. Donc c'est peut-être le seul lien que parfois mes patients peuvent avoir avec l'extérieur, parce que la maladie va créer l'isolement. Et en plus, il y a les médicaments. Donc médicaments, donc les psychotropes, plus le tabac, plus l'alcool parfois, tout ce cocktail-là fait que oui, effectivement, nous avons des patients à risque, parce que plus on va fumer avec les consommations de médicaments qu'ils ont, plus la consommation de tabac, font qu'à un moment donné, l'insuffisance respiratoire, elle arrive. Et on a des patients qui meurent, clairement, on a des patients qui meurent parce qu'ils sont sur des grandes périodes de consommation. C'est pas de la consommation de 5 ans, c'est vraiment des consommateurs depuis le bas âge, justement, et jusqu'à l'âge adulte et au vieillissement. Et on sait que c'est des patients qui, déjà, du fait de la maladie psychiatrique, qui ne vivent pas très longtemps. Nos patients meurent quand même beaucoup plus vite que la population moyenne, plus la consommation de tabac qui va venir réduire notre vie, selon les recherches, de 20 ans. Donc voilà, euh, vous faites le calcul. Quelles sont les maladies ou les dégâts physiques que tu remarques le plus tous les jours liés à la consommation du tabac? C'est vraiment le trouble, par rapport à mon travail, je dirais le trouble de l'humeur. C'est voilà, des difficultés de concentration, troubles de l'humeur, des troubles de comportement. C'est un peu ça. Euh, les problèmes respiratoires, voilà. Et les cancers. Et les cancers. On a beaucoup de patients qui meurent de cancer. Donc oui, c'est un fléau. La consommation de tabac est un fléau et il faut pouvoir accompagner vers l'arrêt, mais le faire avec amour en fait. Et malgré ce qu'ont voulu nous faire croire les géants du tabac pendant plusieurs années, que ce soit le personnel soignant, le personnel social, les gens en général, on constate tous, et la science le constate aussi maintenant, que fumer génère des cancers et beaucoup de maladies. Si vous avez suivi les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir, notamment celui sur les effets du tabac sur la santé, où nous avons une sœur infirmière qui nous a expliqué tout ce que le tabac peut générer. Nous avons aussi avec nous, comme je vous l'ai dit au début, une autre sœur qui est là, que je vais laisser se présenter. Alors moi c'est Estelle et je suis responsable hôtelière en EHPAD. Estelle, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tabagisme, peut-être déjà au sein de ton travail tous les jours? Est-ce que tu vois certaines choses? Alors j'ai, enfin pas personnellement, mais on a trois résidentes qui fument énormément. Et surtout je pense à une qui a en plus une maladie psychiatrique. Et alors là, tout dépend si elle est en phase, donc elle est bipolaire. Tout dépend de la situation.
Et on voit bien, quand elle commence à surconsommer en cigarette, on voit à peu près à quel niveau de bipolarité elle est, malgré son traitement. Donc là, c'est double peine pour elle. Et ces personnes-là, alors je connais pas leur pathologie parce que c'est pas mon travail, mais la plupart des personnes qui sont maintenant en EHPAD ont des cancers. Donc il y a de la comorbidité et c'est compliqué de se dire, moi je fais ce travail en leur disant mais vous devriez peut-être pas fumer, mais il n'y a rien à faire, c'est ancré, c'est plus fort que elle, entre autres. Pour rejoindre un peu ce témoignage, je pense qu'on a tous accès à ces informations. Il fut un temps, en France ou en Occident, dans le monde, où on fumait dans les lieux publics, dans l'avion, au bureau, dans le train, et bon, il n'y avait pas d'aération. On n'est pas médecin ici, on voit aussi comment l'être humain vieillit de plus en plus mal. Nous, on nous dira pour notre génération que la pollution, toutes ces choses-là vont influencer la santé, mais je pense que les personnes âgées aussi qui ont connu ce temps-là, ça a eu un impact forcément. Et j'en profite pour qu'on puisse parler un peu du tabagisme passif. Est-ce que Edwige, ou même toi Estelle, vous avez... Alors, Edwige, est-ce que tu as déjà accompagné des patients, des jeunes enfants par exemple, ou alors des femmes, des maris qui sont avec quelqu'un qui fume? Est-ce que tu as déjà eu à accompagner ce genre de tabagisme, qui est le tabagisme passif, et est-ce que tu as déjà été témoin des effets? Alors, témoin des effets, non. Accompagné, pas forcément, mais on peut l'observer dans la vie de tous les jours, en fait, avec nos proches. Et j'avais eu à échanger avec une collègue qui était enceinte, en fait. Qui était enceinte et qui avait une forte consommation à l'époque. On était jeunes, hein, on devait avoir 25 ans, 26 ans. Et à chaque fois que je la voyais, je lui disais, mais pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux essayer de diminuer peut-être ou d'arrêter? Elle me disait, non, non, non. En fait, il ne faut pas arrêter comme ça. Il faut plutôt réduire, en fait, parce que c'est très dangereux aussi pour le bébé d'arrêter tout d'un coup. Donc oui, on expose forcément une femme enceinte va exposer son bébé. Moi-même, j'ai été exposée pendant très longtemps parce que en fait, je travaillais dans un milieu où il y avait des collègues qui fumaient régulièrement et qui partaient souvent en pause. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi, je reste. Tout le monde part en pause. Et moi, en fait, je ne prenais quasiment pas de pause. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas correct. Je vais sortir avec les collègues. Donc en fait, inconsciemment, moi-même, je m'expose en fait à la cigarette parce qu'on reste, on discute, on échange. Et en fait, moi, je suis asthmatique, donc c'était pas le bon plan. Donc je me suis retrouvée avec des bronchites asthmatiformes à répétition et jusqu'au jour, en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas accompagner en fait. Parce que vraiment, la fumée même de la cigarette est très toxique. C'est comme si on parle souvent de la pollution de Paris. La fumée de la cigarette, elle est même pire en fait. Plus on est exposé, elle est même pire que la pollution quand on passe une journée dans Paris. Donc c'est très très dangereux aussi. Alors moi j'ai connu, vu mon âge, j'ai connu le fait que c'était accepté de fumer partout, surtout dans les voitures. Donc les habitacles fermés avec deux parents qui fument. Je vous raconte pas l'état du tabagisme passif. Tous les lieux, les trains aussi, j'ai connu la période des trains, et il y avait toujours cette odeur de tabac froid, et du coup, même en France, je pense que c'est très culturel, parce qu'il y a eu aussi, elle existe toujours cette communication de rendre ça glamour. Une femme qui fume, c'est glamour, un homme qui fume, c'est très masculin, c'est très viril. Donc il y a eu toute cette communication des lobbies du tabac, et petit à petit, ça a été interdit. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre parce que j'ai fait de l'hôtellerie, qu'il ne faut pas fumer dans les chambres, que c'est interdit. Les gens ont énormément de mal à comprendre ça. Et pourtant, il y a une grosse communication qui est faite sur le fait des dangers du tabac. Ils ont beau mettre des photos sur les paquets, ça ne sert à rien. Et moi, comme Edwige, j'ai des soucis d'asthme. Et quand j'étais plus jeune, je vivais, donc mes parents étant divorcés, je vivais avec ma mère qui fumait au moins un paquet par jour. Elle le fumait à la maison, voilà, on baignait dans la cigarette, même si elle aérait beaucoup. Et tous les hivers, je me tapais des infections, des angines à répétition, ma gorge doublait de volume.
Enfin, c'était terrible, quoi, parce que impossible d'avaler, comme si j'avais des couteaux dès que j'avalais, j'avais comme si on venait me couper l'intérieur de la gorge. Et du jour où j'ai quitté cet environnement, je n'ai plus été malade. Donc c'est là où j'ai compris que la nocivité du tabagisme passif et la dangerosité aussi. Et maintenant, le fait d'être à côté de quelqu'un qui fume, la fumée pique, on se sent pas à l'aise. Mais bon, moi j'ai pas tant de collègues que ça qui fument et je n'ai aucun plaisir à aller en pause ou tout ça. Mais là où je trouve ça relativement injuste, c'est que nous les non-fumeurs, on ne prend pas de pause. Et donc on travaille beaucoup plus que les fumeurs et ça, moi, ça me dérange. Et la société accepte cette addiction. Et c'est même pas la tolérer, c'est l'accepter parce qu'il y a du lien social qui se crée au moment de fumer. Et nous qui ne fumons pas, bah du coup on se retrouve seuls à créer du lien social avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que professionnellement c'est bizarre. Pas compliqué à vivre, mais c'est vrai qu'il y a cette différence où il y a des choses qui peuvent se décider à ces moments-là. Et nous on est là et on l'apprend qu'après. Ah super, ok, je prends note, je ne savais pas. Voilà. J'avais raté la pause cigarette. Ouais, voilà. Et ma mère a fumé. Pour moi, donc on est deux, de même père, même mère. Et je sais qu'elle a essayé d'arrêter pour mon petit frère. Donc elle a surconsommé les bonbons, les petits pimous, pour compenser. Et pour moi, elle n'a pas fumé non plus, mais une fois que la grossesse était finie, elle n'est pas restée sur cette lancée, elle a repris dans la foulée. Notamment après le postpartum, j'ai eu pas mal de femmes enceintes autour de moi dans mon entourage. Elles arrêtent de fumer pendant la grossesse forcément, mais après le stress, la dépression qu'il peut y avoir ensuite, on voit que pour les fumeurs, c'est un vrai soutien. La cigarette, cette dépendance à la nicotine, c'est devenu un soutien même émotionnel. Ça calme. Les industriels du tabac ont tout fait pour rendre ça le plus addictif possible et c'est une réussite. Force est de constater que c'est une vraie réussite. Et un cercle vicieux, hein, notamment pour les femmes, parce que souvent on a des collègues qui veulent arrêter et au moment de s'arrêter, elles vont s'arrêter pendant 3-4 mois, elles vont constater quoi ? Une prise de poids. Et qui va impacter notre image en fait. Et donc elles vont reprendre, pourquoi ? Parce que j'ai pris trop de poids, la société me regarde et à gauche à droite. Hein. Oh mais pourquoi t'as grossi ? T'as pris du poids. Donc tous ces critiques-là, la critique, elle va venir en fait lui rappeler que c'est à cause de la cigarette. Donc la cigarette devient l'objet, hein, l'objet de la prise de poids et donc le mauvais objet. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne en fait. Et souvent, c'est vraiment ça le cercle vicieux, c'est qu'on a pris du poids parce qu'on a arrêté. Et la prise de poids, la prise de poids, l'obésité, c'est mauvais pour la santé. Donc on retourne vers la cigarette pour perdre le poids, mais en fait pour se tuer encore. Voilà. C'est complexe. Nous, en tant que chrétiens, souvent on peut dire à une personne qui fume, là il faut arrêter tout de suite, hein. Faut arrêter, le Seigneur va t'aider. Oui, le Seigneur nous aide effectivement pour arrêter, et on peut arrêter tout de suite. Mais après, il faut aussi prendre en considération qu'un arrêt brutal peut causer aussi cette prise de poids-là. Donc travailler en conséquence et en bonne intelligence. J'aimerais aussi aborder un sujet, je pense Estelle, c'est toi qui pourras un peu plus nous en parler. Malheureusement, cette consommation, on l'a dit, elle a des conséquences tragiques. J'aimerais que tu nous témoignes ce que tu as pu voir. Je crois que tu as eu 2 proches à toi qui ont eu tes parents. Oui, mes 2 parents sont décédés à même pas 1 an d'intervalle. Et alors c'est mon père et ma mère. Donc ma mère, c'est la première à être décédée. Elle est décédée d'un cancer du pancréas, et mon père, cancer du poumon. Donc la base, c'était cancer du poumon, et après ça s'est métastasé sur l'ensemble du corps. Et tous les deux ont été des gros fumeurs. Ma maman, je l'ai toujours connue dépressive, donc le tabac, c'était pour elle, le fait de fumer continuellement, c'était, je sais pas, une manière de peut-être se calmer. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec elle, parce que pour moi, ma mère fumait, mon père fumait. Et contrairement à mon père qui a arrêté de fumer,
Elle a jamais cessé jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que, je sais pas, elle a dû arrêter de fumer, on va dire, à peine une semaine avant son décès. Et elle a eu un cancer du pancréas. Donc, au niveau anatomie, j'y connais trop rien. Tout ce que je sais, c'est que ce cancer-là, il n'y a pas de possibilité d'opération. On ne peut pas enlever la tumeur. Et du coup, elle s'est retrouvée, il lui restait plus que 6 mois à vivre. Elle l'a appris pendant le Covid. Donc, il y a eu un petit souci de diagnostic, puisque un médecin lui a dit non, vous inquiétez pas, madame, vous avez une gastro. Et de gastro, ça se soignait pas. Elle avait beau prendre des médicaments, il n'y avait rien à faire. Et puis, donc, elle est partie voir un oncologue qui lui a dit ah, madame, vous avez un cancer du pancréas, il vous reste 6 mois. Et elle a décidé donc, elle s'est fait hospitaliser, elle a commencé un traitement, elle a commencé une chimio. Mais comme ces cancers-là, de toute façon, c'est inéluctable. Il n'y a pas de possibilité de rémission. C'est impossible. C'est parce que c'est quand on se rend compte, quand la personne est diagnostiquée, c'est déjà trop tard. Les métastases sont déjà partout dans le corps. Donc elle en avait aussi ensuite au niveau du foie, ouais, et des intestins. Et donc métastasée de partout. Et donc au bout d'un moment, elle a dit moi je quitte le milieu hospitalier, je quitte le service d'oncologie parce que comme c'était la période Covid, on ne pouvait pas lui rendre visite comme elle voulait, elle devait descendre, c'était trop compliqué. Et puis elle avait compris que de toute façon elle allait mourir et elle voulait pas mourir dans un hôpital. Et elle a arrêté carrément tous les traitements. Elle a dit moi je prends plus de traitements, je suis pas un rat de laboratoire, vous n'allez pas tester sur moi tous vos produits. Donc elle est rentrée chez elle. Et j'ai vu les médecins, donc mon petit frère m'appelle, il me dit oui là, maman, il lui reste 7 jours. C'était presque comme dans un film, quoi. Les mauvais films qui passent sur on va dire sur M6 ou W9, je sais plus si ça existe encore, je sais plus. Et du coup, de une semaine, je crois que elle est restée plus d'un mois et demi. Et puis petit à petit, j'ai vu la dégradation s'opérer, voilà, la mort, la prendre organes vitaux par organes vitaux. Alors là, parce que du coup, j'ai pris le rôle d'aidante, puisque j'estimais que c'était pas à mon frère de le faire. Et donc, je suis passée de fille aînée, vivant en région parisienne, tout ça, à aidante dans le centre de la France, dans un petit bourg. Et je me suis retrouvée à vérifier si sa sonde urinaire était bien mise, vérifier que sa perf au niveau des antidouleurs, donc de la morphine, plus après à la fin on lui a doublé, on lui mettait morphine plus un composant Doliprane pour accentuer l'effet de la morphine, de gérer ça une demi-heure avant la venue des infirmiers par rapport aux soins pour qu'elle ait moins mal, si je vois qu'elle va pas bien, lui envoyer des bolus de morphine, donc je savais qu'à chaque bolus de morphine, donc c'est comme un shoot express de morphine, et ça la mettait encore plus dans le... Alors, elle était bien, elle était détendue, mais on sait ce que ça veut dire. Petit à petit, le corps s'éteint. Et voilà, pendant un mois et demi, avec mon petit frère, on a vécu ça. Je vous dis, la première nuit où j'arrive là-bas, donc elle était très contente que je sois là et tout, et elle n'a pas voulu montrer qu'elle souffrait, elle mangeait déjà presque plus, elle n'a pas voulu qu'elle souffrait, et j'entends, en pleine nuit, j'entends boum. Donc je descends, et là je la vois, elle s'était faite sur elle, donc elle était... elle commençait à devenir incontinente urinaire et fécale. Et du coup, elle voulait essayer de s'essuyer ou de faire quelque chose et surtout de changer son sous-vêtement. Mais il y avait une perf qu'elle avait dans la cuisse. Elle avait sa perfusion était dans sa cuisse de mémoire. Ouais, je crois que c'était ça. Et du coup, avec ça passait pas, donc elle avait fait tomber, je sais plus ce qu'elle avait fait tomber par terre. Et du coup, la première nuit, je me suis retrouvée à nettoyer les parties intimes de ma maman, lui changer ses sous-vêtements. Après, elle a rassuré, lui dire que c'était pas grave, que j'étais là pour ça, tout ça. Et voilà le résultat du cancer du pancréas en phase terminale. Et ça, c'était... Parce qu'elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'était pas obèse.
Elle n'avait pas de diabète, elle n'avait pas de cholestérol. La seule chose, elle avait une alimentation variée, équilibrée, elle surconsommait pas, elle buvait pas. Son seul truc, c'était la cigarette. Son cancer, enfin, j'aime pas dire son, le cancer qu'elle a eu, c'était vraiment lié à la cigarette. Il n'y a pas eu d'autre. Voilà, c'était vraiment la cause du cancer, c'était la cigarette. Contrairement à mon papa qui était diabétique, alors lui, il avait des comorbidités diabétiques, obésité, il était obèse, obésité même morbide, parce qu'on était sur du 110-120 kilos. Lui, il cumulait, mais il avait arrêté de fumer. Mais il a gardé ça. Moi, je pense que c'est un doux rêve de penser que quand on arrête de fumer, après, les poumons se remettent correctement en place quand il y a 40 ans, parce que il est mort, il avait 60. Donc elle en avait 61, 62. Donc lui, il en avait 64, 65. Il a dû commencer à fumer, il devait avoir 16, 17 ans. Donc on va dire, allez, 50 ans de cigarettes. Alors moins, on va dire, allez, 40 ans de cigarettes. Non, ça reste. C'est un doux euphémisme de penser que parce que j'arrête de fumer, j'aurai pas des conséquences sur le corps et je vais pas enfin le cancer ne va pas se développer. Moi je pense que c'est une douce rêverie. Et donc lui c'est pareil. Pour la petite histoire, j'ai appris qu'il m'a annoncé qu'il avait un cancer. Je crois qu'il était en phase. Alors après, je crois qu'il y a 4 phases sur le cancer. Et lui, il était en phase 2. Je l'ai appris quand je rentrais suite au décès de ma mère. C'est-à-dire que on venait d'enterrer ma mère et on l'a appris avec mon petit frère 2 semaines après. Donc voilà, coup sur coup, bim bim, on les a fait. Ça a été compliqué à vivre et surtout pour les mêmes causes, les mêmes raisons, la cigarette. Merci Estelle pour ce témoignage. Tout ça, tous ces podcasts que l'on a fait durant le mois, c'est pour vous parler des effets du tabac, de dénoncer aussi. Mais le point commun qu'ont toutes ces émissions, qu'ont tous ces témoignages, c'est que nous avons la foi et nous savons que nous, notre libérateur, c'est le Seigneur Yahushua. C'est lui qui nous rend libres. Amen. Et est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui sur cette solution qui est le Seigneur et comment en fait il peut nous libérer? Alors je vais parler pour ma maman, réfractaire plus athée, bonne française, voilà, ça il n'y a pas de souci par rapport à ça, qui ne voulait pas du tout entendre parler ni même de Yoshua. Là, là elle pouvait se mettre en colère. Elle se mettait pas souvent en colère, mais si on parlait de Yoshua, elle pouvait quitter la pièce. Donc il y avait vraiment c'était un conflit interne en elle. Et du coup, je me suis retrouvée, on vivait qu'à 2, puisque après, au lieu de dormir dans la chambre, je dormais sur la banquette. Donc, bref, ça c'est autre chose. Et du coup, moi, je mettais souvent de l'adoration, beaucoup de chants, que de la musique, que de l'instrumental, je vais dire. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de paroles. Donc, des musiques inspirées par le Seigneur, de pianistes, de violonistes, tout ça. Et j'étais avec elle dans sa chambre et j'écoutais cette musique. Voilà, il n'y avait pas de souci. Et un jour, parce que faut savoir que dans le centre de la France, il y a beaucoup d'attrapeurs de feu, de coupeurs de feu, il y a beaucoup de reiki, d'imposition des mains, de la sorcellerie pure et simple. Et ses amis faisaient venir des sortes de chamans, des machins, des trucs. Et moi, j'étais là, c'était, c'est mon frère qui les ramenait. Non, mais tu vas voir, maman, ça va te faire du bien et tout. Donc, j'observais ça de loin, je priais, j'intercédais, j'étais là, je prenais autorité. Donc, ça faisait une sorte de combat dans la maison entre cette personne qui était là, qui lui faisait circulation des fluides, je sais pas quoi. J'écoutais, donc je priais, j'intercédais. La personne partait et je disais à ma mère, alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Elle me dit, rien du tout. Elle dit vraiment tous ces trucs-là, pardon pour le terme, c'est des conneries. J'ai dit, bon, déjà,
Le Seigneur a fait grâce, voilà. Donc petit à petit, je lui témoignais, je lui parlais de Yeshua, de la paix, parce que comme je sais qu'elle avait des problèmes, elle était dépressive par rapport au manque de paix, au manque de sérénité. Donc je lui partageais l'aspect paix du Seigneur. Elle a accepté que je prie pour elle. Elle a accepté qu'on prie parce que donc, du coup nos fils sont descendus et elle a accepté qu'on prie aussi tous ensemble pour elle. Elle était très ouverte à la prière, à la louange. Et puis à la fin de sa vie, bon, elle était quasiment inconsciente, mais ça m'empêchait pas de prier, de parler, voilà, parce que même si la personne est on va dire dans le coma ou en train de mourir, euh, son esprit est là et il entend. Donc je pense qu'il faut vraiment, c'est un moment aussi, ça fait bizarre d'aller témoigner de Yeshua à des personnes qui sont dans le coma ou qui sont en train de mourir, mais je pense que c'est très important. Et elle est décédée, je pense que c'était 4h30 du matin, comme ça. J'entendais plus parce qu'elle gémissait beaucoup, il y avait des râles. Et là, j'entendais seulement le bruit du matelas à air, parce qu'elle avait des escarres. Oui, aussi, elle avait des escarres. Donc j'entendais seulement le bruit du matelas à air, mais j'entendais plus ses râles. Donc j'ai été voir, j'ai vérifié, prise de pouls. Et j'ai réveillé mon fils aîné pompier, qui a pris les constantes et il n'y avait plus de constantes, il n'y avait plus rien. Son corps n'était pas vraiment froid, mais on sentait que voilà, la chaleur était en train de partir. J'ai fermé la porte, j'ai prévenu personne. Je me suis dit, bah ça sert à rien, de toute façon, elle est décédée, on va certainement pas la réanimer. Donc j'ai attendu, je crois, 7h du matin pour prévenir les infirmiers, le médecin, tout ça pour faire les constatations. Et les infirmiers sont venus. Et là, l'infirmier qui l'a suivi tout le long du cancer m'a dit, mais ta mère, je l'ai jamais vue aussi apaisée de ma vie. Et moi, j'avais pas fait attention sur le coup. Je suis rentrée dans la chambre, j'étais plus sur un côté bizarrement médical, parce que j'avais endossé ce manteau-là et j'avais pas fait attention à ça. Et tous les gens qui sont venus, que ça soit les personnes des pompes funèbres, que ça soit sa médecin traitant, tous m'ont dit, mais ta maman, elle est super détendue, quoi. On n'a jamais vu ça. Et pour moi, c'est un signe que elle est partie avec le Seigneur. Et elle est partie le seul jour où personne ne l'a veillée. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui la veillait dans sa chambre. Donc moi, je m'occupais du jour et des amis à elle s'occupaient de la nuit. Et elle a choisi pour moi de partir, de rejoindre le Père le seul jour où elle était seule. Donc elle n'a pas mis cette charge-là sur quelqu'un. Je trouve que c'est un acte d'amour. Donc elle a accepté, elle s'est dit, avec ma fille, je peux partir, mais avec l'autre personne, je peux pas parce que ça va le détruire. Donc j'ai trouvé ça très fort et que tout le monde me dise, mais ta maman, même mon frère, tout le monde lui disait, mais ta maman, elle est partie, elle est sereine et tout. Et c'est ça le Yeshua, la puissance du Seigneur, c'est jusqu'à la fin. Et je partageais avec une sœur dans la semaine justement sur ça, sur le fait que le combat avec Satan, c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au dernier souffle. Et, euh, et je me rends compte que c'est pas parce que la personne elle est en train de mourir qu'on peut pas lui prendre la main, qu'on peut pas prier pour elle, qu'on peut pas lui témoigner l'amour du Seigneur, parce que il y a des personnes là quand actuellement, on va dire actuellement, il y a des personnes dans le monde qui sont en train de mourir et ils sont en train de mener un combat entre Satan qui veut les récupérer et le Seigneur qui leur dit, qui vient les, voilà. Et il y a cette dualité qui est là. Et ils ont besoin de soutien aussi. Ils ont besoin de soutien dans la louange, dans la présence de frères et sœurs, entendre la parole pour les fortifier. Et je pense que c'est très important ce côté-là. Pour mon papa, ça a été autre chose. Le témoignage a toujours été très compliqué avec lui. Et je me rappelle qu'on m'appelle, on me dit oui, ton père est en train de mourir. J'étais en voiture, je revenais d'ici. Je ne sais plus ce qu'on avait eu comme programme. Je revenais d'Evry, des locaux. Et j'étais sur l'autoroute, à ne jamais faire, hein, ne jamais répondre au téléphone de quelqu'un où vous savez qu'on va vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il faisait nuit, il pleuvait et on m'apprend, oui, ton papa est en train de mourir, est-ce que tu veux lui parler une dernière fois? Ok, j'ai dit, bah vas-y, mets l'ampli. Et là, je lui ai dit, écoute papa, tu peux partir. Pars.
je sais que tu es fatigué, mais reste pas pour nous, parce que tu nous as déjà appris beaucoup de choses, tu nous as manifesté ton amour, tu peux partir. Et vous me croirez ou pas, 10 minutes après, il était décédé. Donc ça lui a apporté, je lui ai témoigné tout l'amour qu'il nous a donné, tout ce que le Seigneur a fait au travers de lui. Donc je lui ai rendu témoignage et 10 minutes après, on me rappelle, on me dit bah il est mort. Donc j'étais toujours en voiture d'ailleurs. Voilà. Je vous déconseille de faire ça hein. Avant d'annoncer le décès de quelqu'un ou le fait que quelqu'un est en train de décéder, je vous déconseille de... Assurez-vous que la personne au téléphone soit avec quelqu'un, parce que avec quelqu'un et assise. Parce que j'ai eu plusieurs décès coup sur coup dans ma famille, et quand j'ai appris le décès de ma grand-mère, j'étais au boulot, je me suis effondrée. J'étais toute seule dans une chambre d'hôtel, j'étais en train de contrôler une chambre, et on m'apprend ça, et mon frère me dit mais t'es avec quelqu'un? J'ai dit ouais non mais c'est bon, ma directrice est là et tout. Il m'a dit bah va quoi. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non mais vas-y. Et il m'a annoncé et je me suis effondrée quoi. J'ai pas pu tenir. Donc c'est très important, et jusqu'à la fin je le vois à l'EHPAD. Là j'ai une dame l'autre jour qui a un très mauvais caractère, très très mauvais caractère, qui insulte les gens à longueur de journée. Mais l'autre jour je m'assois en face d'elle et elle me dit, elle me regarde comme ça droit dans les yeux, elle me dit est-ce que vous pouvez demander au bon Dieu qui vienne me chercher? D'accord. J'ai dit bah écoutez, je vais lui demander, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je prie pour cette dame pour que, je lui ai dit par contre, vous avez mis votre vie en règle? Parce que si votre vie elle n'est pas en règle, oui oui c'est bon, vous avez tout confessé, oui oui, ouais, vu les insultes que vous faites à longueur de journée, je pense que, voilà. Donc le Seigneur travaille, je sais que c'est une femme qui est protestante, mais beaucoup de personnes en EHPAD, et je pense qu'en Edwige, là où tu bosses aussi, beaucoup de personnes attendent la mort, mais réellement, et ils la réclament. Et nous, on est là, et on doit leur dire, c'est ok, t'as le droit de mourir. Mais avant de mourir, avant de partir, sache que t'as 2 chemins qui sont devant toi, et moi, je vais te présenter un chemin. Et à présenter le Seigneur Yeshua, et là, on les voit partir dans la paix. Contrairement, quand j'ai assisté du coup par le biais du boulot, je vois quand même plus de décès que, on va dire, la normale. Et il y a des personnes qui décèdent dans des... il y en a une, comme je le dis, elle est morte comme elle a vécu, elle avait un cancer des intestins. Donc, incontinence, voilà, plus. Et quand son dernier souffle, elle l'a rendu, mais elle l'a rendu en vomissant ses excréments. Et c'était une femme qui vivait dans l'impudicité d'une manière incroyable. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a été impudique, elle avait des relations sexuelles dans l'EHPAD avec son amant, et elle est morte comme elle a vécu. Donc c'est à nous de présenter le dernier chemin qu'ils peuvent prendre. Après, s'ils ne veulent pas le prendre, ça c'est eux, mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses, et jusque-là, il va chercher ses enfants jusqu'aux portes de la mort, quoi. Je suis d'accord. Et c'est pas pour rien en fait qu'on rencontre aussi certaines personnes. J'ai eu à accompagner un patient, un grand consommateur de tabac. Il le sentait sur lui. C'était tellement imprégné au point que même si son linge était nettoyé, c'était inscrit. C'était inscrit et je sais que quand on a découvert son cancer, quand il me l'a annoncé, il m'a dit on va me sauver. Et il me dit vous inquiétez pas, les médecins m'ont dit qu'on pouvait me sauver. Et je me suis dit oh là là mince, c'est pas les médecins qui sauvent. Les médecins, oui, ils ont ces compétences-là pour retarder la mort, on parle de période de rémission sur le cancer, donc ça veut dire qu'il y a une période durant laquelle la maladie peut revenir et de façon fulgurante. Et lui m'a dit on va me sauver. Et je crois que même pas 4 jours après, il m'a appelé pour dire là ça va pas, et je sentais la respiration, il n'y avait plus de respiration. Et je lui ai dit tenez bon. En fait, j'étais tellement triste pour ce patient parce que j'avais un lien
qui était autre, qui était différent. Et je ne pouvais pas parler du Seigneur dans le cadre de mon travail. Je respecte le cadre professionnel, mais je pouvais que prier pour lui. Donc je me suis dit, voilà, Seigneur, je ne sais pas ce que tu peux faire. Peut-être que tu peux le toucher, peut-être que tu peux te révéler à lui dans son lit d'hôpital. Mais en fait, c'est vrai que souvent, même si je ne peux pas témoigner directement du Seigneur, je préfère, moi, prier pour mes patients. Quand j'ai des démarches, comme je le dis souvent, et là, je voulais prier pour lui. Parce que moi, je savais qu'il partait. Voilà. Et lui me disait, on va me sauver, on va me sauver. Mais quand il m'a dit, là, on m'a dit que c'était compliqué, mais qu'on allait me sauver, le vendredi soir, et il est décédé, en fait, le samedi matin. Donc, il parlait encore le vendredi soir, le vendredi après-midi. Il était persuadé que le médecin allait trouver une solution pour lui. Mais ce n'est pas les médecins qui sont la solution. C'est le Seigneur qui est la solution. Et étant donné que je ne pouvais pas lui parler du Seigneur, moi j'ai prié que le Seigneur lui-même se révèle à lui. Peut-être que lui, avant son dernier soupe, qu'il puisse demander, qu'il puisse crier le nom du Seigneur, qu'il puisse... voilà. C'est ce qu'on peut faire, c'est ça. Si on ne peut pas témoigner du Seigneur, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas témoigner, parler du Seigneur librement, on peut prier pour les âmes. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci Edwige et Estelle pour ces témoignages encore et pour le nom du Seigneur qui est encore annoncé, qui est encore témoigné, parce que c'est très important. C'est lui qui délivre nos âmes, il nous délivre de tellement de poids, il nous donne la paix. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Medicode.